Le 18 septembre 1996, vers 14h30, Claire Morvan quitte son appartement de la rue Saint-Pierre à Caen pour faire ses courses hebdomadaires au marché couvert. Elle porte un chemisier blanc, un jean délavé, des baskets grises et tient à la main son sac en toile beige habituel. Sa fille de 5 ans, Emma, reste chez la voisine qui garde régulièrement l'enfant les mercredis après-midi. Claire dit qu'elle sera de retour avant 16h pour le goûter. Elle ne reviendra jamais. Aucun témoin ne la voit repartir du marché. Aucun commerçant ne se souvient d'un incident. Aucune trace bancaire ne signale un retrait suspect. Les premières 24 heures, son mari Julien pense à un malentendu, peut-être une visite impromptue chez une amie. Mais Claire n'a jamais découché sans prévenir. Elle n'a pas de portable à cette époque, et ses parents affirment qu'elle n'est pas passée chez eux. Le lendemain matin, Julien dépose une main courante à la gendarmerie. Les enquêteurs entament les recherches classiques. Hôpitaux, gares, arrêts de bus, réseaux d'amis et de familles. Rien. Claire Morvan s'est volatilisée entre les étals de légumes et la sortie du marché couvert, sur moins de 200 mètres en plein centre-ville. L'affaire fait la une du journal local pendant 3 semaines. Puis les pistes s'épuisent. Les gendarmes interrogent une 50aine de personnes, fouillent les bois périphériques, drainent un étang proche, passent au peigne fin les terrains vagues autour de Caen. Aucun corps, aucun vêtement, aucun indice matériel. Le dossier reste ouvert techniquement, mais sans éléments nouveaux, il glisse peu à peu dans l'oubli administratif. En 2011, 15 ans après la disparition, un employé municipal chargé de vider un garde-meuble désaffecté tombe sur un sac en plastique scellé, étiqueté « Objet trouvé, marché couvert, septembre 1996 ». À l'intérieur, un sac en toile beige identique à celui de Claire et un document qui va tout changer. Avant de continuer cette histoire, prenez un instant pour nous dire en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté et à créer du contenu qui vous correspond. Si ce type de récit vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune enquête. Un simple like nous encourage aussi à continuer à documenter ces affaires qui ont marqué la France. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ce que contenait réellement ce sac oublié pendant 15 ans. Claire Morvan est née en 1964 à Bayeux, petite ville tranquille du Calvados. Fille unique d'un couple d'instituteurs, elle grandit dans un environnement stable, studieux, sans histoire. Elle suit des études de comptabilité à Caen, rencontre Julien Morvan en 1987 lors d'un bal associatif, l'épouse 2 ans plus tard. Le couple s'installe dans un appartement modeste mais lumineux au cœur de Caen, près des halles et du marché couvert. Julien travaille comme technicien dans une imprimerie locale. Claire tient la comptabilité d'un cabinet dentaire à temps partiel. Leur fille Emma naît en 1991 et la vie familiale s'organise paisiblement autour de routines simples. Les voisins décrivent Claire comme une femme discrète, souriante, toujours ponctuelle. Elle fait ses courses le mercredi après-midi au marché couvert depuis des années, connaît les commerçants de vue, échange quelques mots sur la météo ou les prix des légumes. Rien dans son comportement ne laisse présager un départ volontaire ou une quelconque tension. Julien affirme que leur mariage est solide, qu'ils n'ont jamais évoqué de séparation, qu'il n'y a ni dette cachée, ni conflit familial, ni problème de santé mentale. Les enquêteurs vérifient ses comptes bancaires, ses relevés téléphoniques, son agenda. Aucune anomalie. Claire menait une vie ordinaire, presque invisible, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le marché couvert de Caen en 1996 est un bâtiment en briques rouges, avec une grande halle centrale et des allées couvertes. Les mercredis, il accueille une 50aine de stands, fruits, légumes, fromages, viande, poissons, fleurs. Claire a l'habitude d'arriver vers 14h30, de faire le tour des étals, de remplir son panier, puis de repartir par la sortie nord, celle qui donne sur la rue Saint-Jean. Ce 18 septembre, plusieurs commerçants se souviennent vaguement d'elle. La vendeuse de tomates lui a vendu 1 kilo, le poissonnier pense l'avoir servi vers 15h, mais personne ne l'a vu sortir, ni monter dans une voiture, ni discuter avec quelqu'un d'inhabituel. Les gendarmes établissent un périmètre de recherche autour du marché. Ils interrogent les passants, les riverains, les automobilistes garés dans les rues adjacentes. Une femme affirme avoir vu Claire près de la sortie nord vers 15h15, tenant son sac en toile beige et son panier de légumes. C'est le dernier témoignage fiable. Après cela, plus rien.
Les enquêteurs envisagent plusieurs hypothèses: fugue volontaire, accident non déclaré, enlèvement opportuniste, crime passionnel. Mais aucune ne tient face à l'absence totale de preuves. Claire Morvan s'est évaporée comme si elle n'avait jamais existé. En 1997, un an après la disparition, Julien organise une marche silencieuse dans Caen pour réclamer la poursuite des recherches. Une centaine de personnes y participent, mais les médias nationaux ne reprennent pas l'affaire. Les années passent, Emma grandit sans sa mère, Julien ne refait jamais sa vie. Le dossier dort dans les archives de la gendarmerie, classé « Disparition inquiétante, non élucidée ». Jusqu'en 2011, quand un détail oublié remonte à la surface et oblige tout le monde à repenser l'histoire depuis le début. En mars 2011, la mairie de Caen décide de vider un garde-meuble municipal situé dans le quartier de la Folie-Couvre-Chef, un bâtiment désaffecté qui servait autrefois de stockage pour les objets trouvés et le matériel administratif. L'endroit n'a pas été inventorié sérieusement depuis le début des années 2000 et les services techniques reçoivent l'ordre de trier, cataloguer ou jeter ce qui s'y trouve avant une démolition prévue pour l'été. Parmi les cartons poussiéreux, les chaises cassées et les archives oubliées, un employé municipal nommé Christophe Lemaire tombe sur un sac en plastique transparent scellé avec du ruban adhésif jauni. L'étiquette manuscrite indique « Objet trouvé, marché couvert, septembre 1996 ». Le sac contient un autre sac, en toile beige, usé, avec une sangle en cuir. Le maire l'ouvre machinalement et découvre à l'intérieur un portefeuille vide, un ticket de caisse froissé et une enveloppe Kraft pliée en deux. L'enveloppe porte un nom manuscrit à l'encre bleue. Arnaud Leclerc, 14 rue de la Délivrande. Le maire ne fait pas immédiatement le lien avec Claire Morvan, mais quelque chose dans ce sac le dérange. Il se souvient vaguement de l'affaire. Il avait 16 ans en 1996, et la disparition de cette femme au marché avait marqué les esprits à Caen. Il décide de signaler sa trouvaille au service municipal, qui transmet l'information à la gendarmerie. 2 jours plus tard, un gendarme se présente au garde-meuble pour récupérer le sac. L'enveloppe et son contenu sont envoyés au laboratoire de police scientifique et le dossier Morvan, endormi depuis 15 ans, est rouvert officiellement. Le nom d'Arnaud Leclerc n'apparaît nulle part dans les procès-verbaux de 1996. Personne ne l'a jamais interrogé, jamais mentionné, jamais relié à Claire. C'est comme si ce nom venait de surgir du néant. Les enquêteurs vérifièrent l'adresse. 14 rue de la Délivrande est une petite maison en briques à la périphérie de Caen, à environ 3 km du marché couvert. En 2011, elle est inhabitée depuis plusieurs années. Les volets sont fermés, le jardin envahi de ronces. Les voisins expliquent qu'un homme y vivait seul dans les années 90, qu'il est parti un jour sans dire au revoir, et que la maison a été mise en vente, mais jamais vendue. L'homme s'appelait effectivement Arnaud Leclerc. Les gendarmes consultent les registres municipaux. Leclerc est né en 1958, menuisier de métier, célibataire, sans casier judiciaire connu. Il a quitté Caen en 1998, 2 ans après la disparition de Claire, et depuis plus aucune trace administrative. Pas de déclaration d'impôt, pas de sécurité sociale, pas de permis de conduire renouvelé. Arnaud Leclerc a lui-même disparu. L'enveloppe trouvée dans le sac contient un unique document, un reçu manuscrit daté du 12 septembre 1996, 6 jours avant la disparition de Claire. Le reçu indique « Réparation armoire, 450 francs, payé comptant ». Il est signé « A. Leclerc ». Les enquêteurs montrent le document à Julien Morvan, qui confirme que sa femme avait effectivement fait réparer une vieille armoire normande héritée de ses parents début septembre 1996. Il se souvient qu'elle avait trouvé un menuisier par une petite annonce collée dans une boulangerie, qu'elle était allée déposer l'armoire chez lui et qu'elle l'avait récupérée quelques jours plus tard. Julien n'a jamais rencontré ce menuisier. Claire s'occupait seule de ce type de démarche. Il ne se souvient pas du nom, mais en voyant le reçu, il reconnaît l'écriture de Claire au dos de l'enveloppe. Elle avait noté « Arnaud Leclerc, menuisier, rappelé pour armoire ». Les gendarmes comprennent alors que Claire Morvan connaissait Arnaud Leclerc, au moins comme prestataire. Mais pourquoi ce reçu se trouvait-il dans son sac au marché le jour de sa disparition? Pourquoi ce sac a-t-il été retrouvé dans un garde-meuble municipal, alors qu'il aurait dû être signalé aux enquêteurs dès 1996? Les services du marché couvert
affirme que les objets trouvés étaient normalement transmis à la police municipale. Mais en 1996, le système était chaotique et de nombreux objets finissaient stockés sans traitement. Le sac de Claire a probablement été ramassé par un agent de nettoyage, rangé dans un carton et oublié pendant 15 ans. Ce détail administratif insignifiant a fait perdre 15 ans à l'enquête. En 2011, les gendarmes décident de tout reprendre depuis le début, en se concentrant sur un seul nom, Arnaud Leclerc. Les enquêteurs retrouvent l'annonce que Claire avait utilisée pour contacter Leclerc. Elle était collée dans la boulangerie de la rue de Bayeux, à 200 mètres de chez elle. L'annonce proposait des services de menuiserie à domicile, réparation, restauration, tarifs raisonnables. Plusieurs voisins se souviennent avoir vu cette annonce. Certains ont même fait appel à Leclerc pour des petits travaux. Ils le décrivent comme un homme discret, compétent, ponctuel, mais peu bavard. Personne ne sait pourquoi il est parti en 1998, ni où il est allé. Les gendarmes consultent les archives de la poste. Aucun changement d'adresse enregistré. Ils contactent les chambres des métiers. Leclerc a cessé son activité de menuisier en décembre 1997 sans motif déclaré. Il a vidé son compte bancaire en janvier 1998, puis plus rien. Arnaud Leclerc s'est volatilisé exactement comme Claire Morvan, mais 2 ans plus tard. Les enquêteurs se demandent si Leclerc pourrait être lié à la disparition de Claire. Ont-ils eu un conflit lors de la réparation de l'armoire? Claire lui devait-elle de l'argent? Le reçu indique « payé comptant », donc a priori non. Mais pourquoi Claire gardait-elle ce reçu dans son sac 6 jours après avoir récupéré l'armoire? Julien Morvan explique que sa femme rangeait mal ses papiers, qu'elle oubliait souvent des tickets et des reçus dans ses sacs. Rien d'anormal donc. Mais les gendarmes ne croient pas aux coïncidences. 2 disparitions dans un rayon de 3 km, espacées de 2 ans, et un lien matériel entre les 2 personnes. Ils décident de fouiller la maison de Leclerc, bien que celle-ci soit abandonnée depuis plus de 10 ans. La perquisition a lieu en avril 2011 avec une équipe de la police scientifique. La maison est dans un état de délabrement avancé. Les planchers craquent, les murs sont moisis, les fenêtres brisées. Au rez-de-chaussée, un atelier de menuiserie encore équipé. Établi, scie, rabot, étagères remplies de bois. À l'étage, une chambre, une salle de bain, un bureau. Les enquêteurs cherchent des traces de sang, des vêtements, des objets appartenant à Claire. Ils trouvent peu de choses. Quelques factures au nom de Leclerc, un agenda vide, des outils. Mais dans le grenier, sous une pile de planches, ils découvrent un cahier à spirale. Le cahier contient des notes manuscrites, des listes de clients, des croquis de meubles. Et à la page 14, une ligne qui glace les enquêteurs, Claire Morvan, armoire normande, récupérée le 16 septembre, rappelée pour finition. La date du 16 septembre 1996, 2 jours avant la disparition. Les gendarmes confrontent cette note avec le témoignage de Julien. Celui-ci confirme que Claire a bien récupéré l'armoire le 16 septembre, qu'elle était satisfaite du travail et qu'elle n'avait pas mentionné de problème. Mais la mention « rappelée pour finition » suggère qu'un rendez-vous supplémentaire était prévu. Claire devait-elle revoir Leclerc après le 16 septembre? Si oui, quand et pourquoi? Les enquêteurs fouillent les relevés téléphoniques de 1996, mais le numéro de Leclerc n'apparaît nulle part. Soit Claire l'a appelé d'une cabine publique, soit elle est passée directement chez lui. Ou bien Leclerc l'a contacté autrement. Les gendarmes commencent à envisager un scénario. Claire serait retournée chez Leclerc le 18 septembre, après ses courses, pour discuter des finitions de l'armoire. Quelque chose aurait mal tourné. Leclerc aurait paniqué, caché le corps, puis serait parti 2 ans plus tard quand la pression est retombée. Mais cette hypothèse repose sur des suppositions, aucune preuve matérielle ne vient l'étayer. Les analyses ADN menées sur le cahier, les outils et les planches du grenier ne révèlent aucune trace de Claire Morvan. Les enquêteurs cherchent des témoins qui auraient vu Claire chez Leclerc le 18 septembre, mais 15 ans après, les souvenirs sont flous. Une voisine de la rue de la Délivrande croit se rappeler avoir vu une femme entrer chez Leclerc un après-midi de septembre 1996, mais elle ne peut pas confirmer la date ni décrire la femme précisément. Les gendarmes élargissent les recherches. Où est Arnaud Leclerc aujourd'hui? Ont-ils une chance de le retrouver vivant ou a-t-il lui-même été victime de quelque chose? Le dossier devient une double enquête. Disparition de Claire Morvan,
en 1996, disparition d'Arnaud Leclerc en 1998. Et entre les deux, un lien qui reste invisible. En mai 2011, les gendarmes diffusent un avis de recherche national concernant Arnaud Leclerc. Ils transmettent son signalement aux fichiers de la police, aux hôpitaux, aux morgues, aux services sociaux. Leclerc, s'il est encore en vie, aurait 53 ans en 2011. La dernière photo connue date de 1995, retrouvée dans un dossier administratif de la Chambre des métiers. Un homme mince, cheveux bruns courts, regard fuyant, moustache fine. Les gendarmes publient cette photo dans la presse régionale, lancent un appel à témoins. Quelques signalements arrivent, mais aucun ne mène nulle part. Un homme ressemblant à Leclerc aurait été vu à Rennes en 2003, un autre à Nantes en 2005, un troisième à Lyon en 2008, mais rien de vérifiable. Arnaud Leclerc est devenu un fantôme, et les enquêteurs se demandent s'il a changé d'identité, s'il est parti à l'étranger, ou s'il est mort anonymement quelque part. Parallèlement, les gendarmes reprennent tous les témoignages de 1996 concernant Claire Morvan. Ils réinterrogent Julien, les voisins, les commerçants du marché, les collègues du cabinet dentaire. Ils cherchent une mention, un détail, un nom qui aurait été négligé à l'époque. Une collègue de Claire se souvient qu'en septembre 1996, Claire avait parlé d'un menuisier qui faisait du bon travail, qu'elle avait recommandé ses services à une amie. Mais elle ne se rappelle pas le nom, ni si cette amie a effectivement fait appel à lui. Les gendarmes tentent de retrouver cette amie, mais 15 ans après, les pistes sont froides. Ils consultent également les registres du marché couvert pour savoir si Leclerc y travaillait occasionnellement, mais aucune trace de lui comme commerçant ou livreur. Les enquêteurs décident de fouiller plus profondément le passé d'Arnaud Leclerc. Ils découvrent qu'il est né à Falaise en 1958, qu'il a grandi dans une famille modeste, père ouvrier, mère au foyer. Il a quitté l'école à 16 ans pour apprendre la menuiserie chez un artisan local, puis s'est installé à Caen en 1982. Il a vécu seul pendant toute sa vie adulte, jamais marié, jamais d'enfant connu. Ses anciens voisins le décrivent comme solitaire, poli, mais distant. Personne ne se souvient qu'il ait reçu des visites régulières, ni qu'il ait eu des amis proches. Un portrait d'homme invisible, presque aussi effacé que Claire Morvan. Les gendarmes consultent son dossier médical. Aucune hospitalisation, aucun traitement psychiatrique, aucun signe de maladie grave. Leclerc semblait en bonne santé physique et mentale jusqu'à sa disparition. Les enquêteurs cherchent également à savoir si Leclerc avait des dettes, des conflits, des ennemis. Ils contactent ses anciens clients, une vingtaine de personnes qui ont fait appel à lui entre 1990 et 1997. Tous confirment qu'il était compétent, honnête, qu'il ne surfacturait jamais, qu'il livrait dans les délais. Aucun client ne rapporte de problèmes, de disputes ou de comportements étranges. Un homme sans histoire, donc. Mais alors pourquoi disparaître en 1998? Les gendarmes vérifient les mouvements bancaires de Leclerc avant sa disparition. En décembre 1997, il vide son compte courant, retire 8 000 francs en liquide, ferme le compte. En janvier 1998, il quitte sa maison, ne paie plus son loyer, la maison était en location, et ne donne aucune adresse de réexpédition. Le propriétaire de l'époque, contacté en 2011, se souvient que Leclerc est parti du jour au lendemain sans explication, laissant ses meubles et ses outils. Le propriétaire a tenté de le contacter, sans succès, puis a revendu la maison en l'état. Les gendarmes se demandent si Leclerc a fui parce qu'il savait que l'enquête sur Claire allait le rattraper, ou s'il a disparu pour une raison totalement différente. Ils explorent une autre piste. Leclerc aurait-il été lui-même victime d'un crime en 1998 ? Les enquêteurs consultent les affaires non résolues de la fin des années 90 dans le Calvados, cherchent des corps non identifiés, des homicides non élucidés. Rien ne correspond. Leclerc n'a laissé aucune trace de violence, aucune preuve de meurtre. Il s'est simplement évaporé, comme s'il avait planifié sa disparition. Les gendarmes envisagent alors qu'il ait changé d'identité, qu'il vive sous un faux nom quelque part en France ou à l'étranger. Mais sans preuve, cette hypothèse reste une spéculation. En juin 2011, un nouveau témoin se manifeste après avoir vu l'avis de recherche dans le journal. Il s'agit d'un ancien collègue de Leclerc, un menuisier à la retraite nommé Bernard Duval.
Duval explique qu'il a travaillé avec Leclerc dans les années 80, qu'il se voyait occasionnellement pour partager des conseils techniques. Il affirme que Leclerc était obsédé par l'idée de recommencer sa vie ailleurs, qu'il parlait souvent de partir en Bretagne ou dans le sud, loin de Caen. Duval se souvient d'une conversation en 1997 où Leclerc lui avait confié qu'il en avait marre de cette ville, qu'il voulait tout laisser tomber. Mais Duval n'a jamais pensé que Leclerc passerait à l'acte et il n'a jamais fait le lien avec la disparition de Claire Morvan. Les gendarmes notent ce témoignage, mais il ne permet pas de localiser Leclerc en 2011. Les enquêteurs décident de retourner à la maison de la rue de la Délivrande pour une seconde fouille, plus approfondie. Cette fois, ils se concentrent sur le jardin et le sous-sol. Le jardin, envahi de végétation, est sondé avec un géoradar pour détecter d'éventuelles anomalies dans le sol. Les résultats montrent une zone suspecte près du fond du jardin, sous un vieux pommier. Les gendarmes commencent à creuser. À 1 mètre de profondeur, ils trouvent des planches de bois enterrées, formant une sorte de caisse. Les planches sont anciennes, rongées par l'humidité. À l'intérieur, pas de corps, mais des vêtements, un chemisier blanc, un jean délavé, des baskets grises. Les vêtements correspondent exactement à la description de ceux que portait Claire Morvan le 18 septembre 1996. La découverte provoque un choc dans l'équipe d'enquête. Les vêtements sont envoyés immédiatement au laboratoire pour analyse ADN et recherche de traces. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. L'ADN trouvé sur le chemisier correspond à Claire Morvan. Aucune trace de sang, aucune déchirure, aucun signe de violence. Les vêtements semblent avoir été soigneusement pliés avant d'être enterrés. Les gendarmes comprennent que quelqu'un a délibérément caché ces vêtements dans le jardin de Leclerc, probablement peu après la disparition de Claire. Mais où est le corps? Et pourquoi enterrer les vêtements sans le corps? Les hypothèses se multiplient. Leclerc aurait-il tué Claire, enterré ses vêtements pour se débarrasser des preuves, puis caché le corps ailleurs? Ou bien quelqu'un d'autre a-t-il utilisé le jardin de Leclerc pour dissimuler ses vêtements? Les gendarmes fouillent le reste du jardin, centimètre par centimètre, à la recherche d'autres indices. Ils ne trouvent rien d'autre. Le sous-sol de la maison est également inspecté. C'est une petite cave humide, remplie de vieux outils et de planches. Aucune trace de sang, aucun signe de lutte. Les analyses des planches utilisées pour fabriquer la caisse enterrée montrent qu'elles proviennent de l'atelier de Leclerc. Elles ont été sciées avec ces outils. Tout accuse Arnaud Leclerc d'être impliqué dans la disparition de Claire Morvan. Mais sans corps, sans aveu, sans témoin direct, l'affaire reste techniquement non résolue. Les gendarmes émettent un mandat d'arrêt national contre Leclerc pour enlèvement et séquestration, en attendant de réunir plus de preuves. L'annonce de la découverte des vêtements fait les gros titres en Normandie. Julien Morvan, interrogé par la presse, se dit soulagé de savoir enfin ce qui est arrivé à Claire, mais dévasté de ne pas pouvoir la ramener chez elle. Emma, la fille de Claire, aujourd'hui âgée de 20 ans, refuse de parler aux journalistes. Les parents de Claire, désormais très âgés, demandent aux autorités de tout faire pour retrouver le corps de leur fille et arrêter Arnaud Leclerc. La pression médiatique monte, l'affaire devient nationale. Des émissions de télévision consacrent des reportages à la disparition de Claire et à la traque de Leclerc. Mais malgré l'ampleur de la couverture, personne ne sait où se trouve Leclerc. Il reste introuvable. Les gendarmes explorent une dernière piste en 2011. Les relevés téléphoniques de Leclerc avant sa disparition en 1998. Ils découvrent qu'en janvier 1998, Leclerc a passé plusieurs appels vers un numéro fixe situé à Quimper, en Bretagne. Le numéro appartient à un certain Michel Froment, un ancien camarade de classe de Leclerc. Les enquêteurs contactent Froment, qui confirme que Leclerc l'avait appelé début 1998 pour lui demander s'il pouvait l'héberger quelques semaines. Froment a accepté, et Leclerc est effectivement venu à Quimper en janvier 1998. Il est resté 3 semaines chez Froment, puis il est reparti en disant qu'il allait tenter sa chance dans le sud. Froment n'a plus jamais eu de nouvelles. Il ne savait rien de la disparition de Claire Morvan et il est choqué d'apprendre que Leclerc pourrait être impliqué dans un crime. Les gendarmes notent cette information, mais elle ne permet toujours pas de localiser Leclerc en 2011. En juillet 2011, les enquêteurs décident de lancer un appel à témoins national diffusé à la télévision
lors d'une émission consacrée aux affaires criminelles non résolues. Le portrait robot de Leclerc tel qu'il pourrait apparaître aujourd'hui est diffusé accompagné d'une reconstitution de sa dernière apparence connue en 1988. L'émission attire plusieurs millions de téléspectateurs et les lignes téléphoniques de la gendarmerie sont saturées. Des dizaines de signalements arrivent. Un homme ressemblant à Leclerc aurait été vu à Toulouse, un autre à Bordeaux, un troisième à Marseille. Chaque piste est vérifiée méthodiquement, mais aucune ne mène à Leclerc. La plupart des signalements concernent des hommes qui n'ont aucun lien avec l'affaire, simplement des sosies approximatifs. Les gendarmes commencent à douter de pouvoir un jour retrouver Leclerc vivant. Parallèlement, les analyses des vêtements retrouvés dans le jardin révèlent un détail troublant. Des fibres textiles non identifiées sont accrochées au chemisier de Claire. Les fibres ne correspondent ni aux vêtements de Claire, ni aux tissus trouvés dans la maison de Leclerc. Les experts déterminent qu'il s'agit de fibres de moquette grises, probablement issues d'un véhicule ou d'un intérieur domestique. Les gendarmes cherchent à savoir si Leclerc possédait une voiture en 1996. Les registres montrent qu'il avait effectivement un utilitaire Renault Kangoo gris, immatriculé en 1994. Mais ce véhicule a été revendu en 1997 à un ferrailleur de Caen, puis détruit. Impossible d'analyser la moquette. Les enquêteurs tentent de retrouver des photos du Kangoo, mais rien ne subsiste. Cette piste s'éteint avant d'avoir pu être exploitée. Les gendarmes interrogent à nouveau Julien Morvan pour savoir si Claire connaissait d'autres personnes qui auraient pu posséder un véhicule avec une moquette grise. Julien ne se souvient de rien de précis. Il confirme que Claire prenait rarement des voitures avec d'autres personnes, qu'elle faisait ses courses à pied ou en bus. Les enquêteurs vérifient si d'autres clients de Leclerc auraient pu être impliqués, si quelqu'un aurait pu aider Leclerc à cacher le corps. Mais rien ne transparaît. Leclerc semble avoir agi seul, si tant est qu'il soit bien le coupable. Car malgré les indices accumulés, aucune preuve directe ne lie Leclerc à un meurtre. Les vêtements enterrés prouvent seulement qu'il avait accès à ces vêtements, pas qu'il a tué Claire. En août 2011, un événement inattendu relance l'affaire. Un retraité de Granville, petite ville côtière à l'ouest de Caen, contacte la gendarmerie. Il affirme avoir loué une chambre à un homme qu'il pense être Arnaud Leclerc en 2002. L'homme se faisait appeler André Lemoine, mais le retraité, après avoir vu l'émission télévisée, est convaincu qu'il s'agissait de Leclerc. Il décrit un homme discret, qui payait son loyer en liquide, qui ne sortait presque jamais et qui est parti brusquement en 2003 sans laisser d'adresse. Les gendarmes se rendent à Granville pour interroger le retraité et fouiller l'ancienne chambre. La chambre a été relouée plusieurs fois depuis, mais le propriétaire a conservé quelques objets oubliés par André Lemoine, un vieux portefeuille vide, une carte routière de la Normandie et un trousseau de clés. Les clés sont envoyées au laboratoire pour analyse. L'une d'elles correspond à la serrure de la porte d'entrée de la maison de la rue de la Délivrande à Caen. Bingo. André Lemoine était bien Arnaud Leclerc. Les gendarmes interrogent les voisins de Granville, les commerçants, les employés municipaux. Quelques personnes se souviennent vaguement de Lemoine, mais personne ne sait où il est allé après 2003. Un ancien voisin croit se rappeler qu'il parlait de partir vers la Bretagne Sud, peut-être Vannes ou Lorient. Les gendarmes élargissent les recherches à cette zone géographique, diffusent à nouveau le portrait robot, contactent les services sociaux locaux. Mais une fois de plus, aucune piste concrète ne se dessine. Leclerc a disparu sans laisser de traces, comme s'il maîtrisait l'art de l'invisibilité. Les enquêteurs se demandent si Leclerc est encore en vie en 2011, ou s'il est mort entre-temps. Ils consultent les fichiers des décès non identifiés en France depuis 1998, cherchent des corps retrouvés sans papier, des accidents mortels sans identification. Rien ne correspond au profil de Leclerc. Ils vérifient également les hôpitaux psychiatriques, les centres d'hébergement d'urgence, les prisons. Aucune trace. Leclerc reste un fantôme. Les gendarmes envisagent qu'il ait pu quitter la France, peut-être pour l'Espagne ou la Belgique. Mais sans passeport retrouvé, cette hypothèse est invérifiable. Leclerc n'a jamais demandé de passeport officiel, du moins pas sous son vrai nom. S'il a franchi une frontière, c'était probablement avec une fausse identité ou clandestinement. En septembre 2011, 15 ans jour pour jour après la disparition de Claire Morvan, les gendarmes organisent une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête. Ils annoncent publiquement que les vêtements de Claire ont été retrouvés dans le jardin d'Arnaud Leclerc, que celui-ci est recherché activement
et qu'ils ne renoncent pas à le retrouver. Ils lancent un nouvel appel à témoins, demandent à toute personne ayant des informations sur Leclerc de se manifester. La conférence de presse est largement relayée par les médias nationaux et pendant quelques jours, l'affaire Morvan-Leclerc devient le sujet principal des journaux télévisés. Mais passé ce pic médiatique, l'intérêt retombe et les enquêteurs se retrouvent à nouveau face au silence. Les parents de Claire, âgés de plus de 80 ans, donnent une interview émouvante dans laquelle ils supplient Leclerc de dire la vérité, de leur rendre le corps de leur fille pour qu'ils puissent enfin faire leur deuil. Julien Morvan, lui, refuse de parler publiquement, trop bouleversé par les révélations récentes. Emma, la fille de Claire, désormais jeune adulte, publie une lettre ouverte dans un journal local, dans laquelle elle écrit « Je ne me souviens presque pas de ma mère, mais je sais qu'elle mérite la paix. Si quelqu'un sait où elle est, je vous en prie, parlez. » Ces appels touchent le public mais ne font pas réapparaître Leclerc. L'homme reste introuvable et le corps de Claire aussi. Les enquêteurs explorent une dernière hypothèse en 2011. Et si Leclerc n'avait jamais quitté la région de Caen? Et s'il vivait caché quelque part dans les environs, changeant régulièrement d'apparence et de nom? Les gendarmes consultent les fichiers des SDF, des sans-papiers, des travailleurs clandestins dans le Calvados. Ils montrent le portrait robot dans les foyers d'hébergement, les centres d'aide sociale, les soupes populaires. Quelques personnes pensent reconnaître Leclerc, mais à chaque fois il s'agit d'une fausse piste. Leclerc, s'il est encore à Caen, est invisible, ou bien il n'y est plus depuis longtemps. Les gendarmes penchent pour cette seconde option. Leclerc a probablement quitté la Normandie dès 1998 et il vit ailleurs sous une fausse identité depuis plus de 10 ans. En octobre 2011, les analyses des fibres de moquette trouvées sur le chemisier de Claire révèlent une autre information. Ces fibres contiennent des traces de résidus chimiques utilisés dans le traitement du bois. Ce détail renforce la probabilité que Claire ait été en contact avec l'atelier de Leclerc le jour de sa disparition. Peut-être s'est-elle assise sur un siège recouvert de cette moquette dans l'atelier ou dans le kangou de Leclerc. Les enquêteurs reconstituent un scénario possible. Claire serait allée chez Leclerc après ses courses le 18 septembre pour discuter des finitions de l'armoire. Leclerc l'aurait fait entrer dans son atelier ou l'aurait proposé de la ramener chez elle en voiture. Quelque chose aurait mal tourné, une dispute, une avance refusée, un accident. Leclerc aurait paniqué, caché le corps, enterré les vêtements, puis aurait continué sa vie normalement pendant 2 ans avant de fuir en 1998. Mais cette reconstitution reste hypothétique, basée sur des indices indirects. Les gendarmes décident de ne pas classer l'affaire tant que Leclerc n'est pas retrouvé. Ils maintiennent le mandat d'arrêt, conservent le dossier actif et promettent de poursuivre les recherches aussi longtemps que nécessaire. Mais en interne, beaucoup d'enquêteurs commencent à douter de pouvoir un jour arrêter Leclerc ou retrouver le corps de Claire. L'affaire semble condamnée à rester dans les limbes, entre résolution partielle et mystère total. Les vêtements retrouvés prouvent que Claire n'est plus en vie, mais sans corps, il n'y a pas de certitude absolue, et sans Leclerc, il n'y a pas de justice. L'enquête piétine, et le temps continue de passer. En novembre 2011, les gendarmes reçoivent un appel anonyme qui relance brutalement l'enquête. Une voix d'homme, déformée, affirme que le corps de Claire Morvan n'a jamais quitté Caen. L'appelant ne donne aucun détail supplémentaire et raccroché immédiatement. Les enquêteurs tentent de tracer l'appel. Il provient d'une cabine téléphonique située près de la gare de Caen. Les gendarmes se rendent sur place, interrogent les passants, visionnent les caméras de surveillance. Ils repèrent un homme d'une 50aine d'années, portant une casquette et des lunettes de soleil, qui a utilisé la cabine vers l'heure de l'appel. Mais l'image est floue, impossible d'identifier formellement la personne. Les enquêteurs se demandent si cet homme pourrait être Leclerc lui-même, revenu à Caen pour une raison inconnue, ou bien un complice, ou encore un témoin qui a peur de parler ouvertement. L'appel anonyme mentionne que le corps n'a jamais quitté Caen, ce qui restreint considérablement la zone de recherche. Les gendarmes décident de concentrer leurs efforts sur les lieux liés à Leclerc. Sa maison de la rue de la Délivrande, son ancien atelier, les bois environnants, les terrains vagues qu'il aurait pu fréquenter. Ils organisent une nouvelle campagne de fouilles avec des chiens renifleurs et des équipes de plongeurs pour les points d'eau proches. Les recherches durent 3 semaines, mobilisent des dizaines d'hommes,
mais ne donne rien. Aucun corps n'est retrouvé. Les enquêteurs commencent à penser que l'appel anonyme était peut-être une fausse piste, une tentative de manipulation ou une mauvaise blague. Mais quelque chose dans la voix de l'appelant les empêche d'abandonner complètement cette piste. En décembre 2011, un autre événement inattendu se produit. Un archiviste du tribunal de Caen, en classant de vieux dossiers, tombe sur un procès-verbal de 1997 concernant une plainte déposée par une femme nommée Sylvie Petit contre Arnaud Leclerc. La plainte avait été classée sans suite à l'époque, mais elle n'avait jamais été versée au dossier de disparition de Claire Morvan. L'archiviste, intrigué, transmet le document aux gendarmes. La plainte de Sylvie Petit accuse Leclerc de comportement déplacé et insistant lors d'une intervention de menuiserie chez elle en mars 1997. Petit explique que Leclerc avait fait des remarques à connotation sexuelle, qu'il s'était attardé chez elle plus longtemps que nécessaire et qu'elle avait dû le mettre dehors fermement. Elle avait déposé plainte par précaution, mais Leclerc n'avait jamais été convoqué ni sanctionné. L'affaire avait été classée comme incident mineur sans suite. Les gendarmes contactent immédiatement Sylvie Petit, qui vit toujours à Caen. Elle confirme son témoignage de 1997 et ajoute des détails troublants. Après l'incident, Leclerc l'avait appelée plusieurs fois pour s'excuser, mais elle avait refusé de lui parler. Puis, quelques semaines plus tard, elle avait remarqué que quelqu'un surveillait sa maison depuis une voiture garée en face. Elle n'avait jamais pu identifier la personne, mais elle était convaincue qu'il s'agissait de Leclerc. Elle avait fini par déménager dans un autre quartier de Caen par peur. Petit affirme qu'elle ignorait totalement que Leclerc était recherché pour la disparition de Claire Morvan et elle est choquée d'apprendre qu'il pourrait être impliqué dans un crime. Les gendarmes notent ce témoignage comme une preuve supplémentaire que Leclerc avait un comportement problématique envers les femmes, ce qui renforce la thèse d'un passage à l'acte violent contre Claire. Les enquêteurs cherchent à savoir si d'autres femmes ont eu des expériences similaires avec Leclerc. Ils contactent toutes les anciennes clientes identifiées dans les archives de Leclerc, une trentaine de femmes qui avaient fait appel à ses services entre 1990 et 1997. La plupart ne signalent rien d'anormal, mais 3 d'entre elles évoquent un malaise lors des interventions de Leclerc. Regards insistants, questions personnelles, tentatives de prolonger les rendez-vous. Aucune n'avait déposé plainte, pensant que c'était juste un type maladroit. Mais mis bout à bout, ces témoignages dessinent le portrait d'un homme qui avait des difficultés relationnelles avec les femmes, potentiellement dangereux si une situation échappait à son contrôle. Les gendarmes se demandent si Claire Morvan avait-elle aussi senti ce malaise, et si c'est pour cela qu'elle gardait le reçu de Leclerc dans son sac, par prudence, pour avoir une trace en cas de problème. En janvier 2012, les gendarmes décident de reconstituer précisément les derniers mouvements de Claire, le 18 septembre 1996. Ils interrogent à nouveau tous les commerçants du marché couvert, montrent des photos de Claire et de Leclerc, demandent si quelqu'un se souvient d'avoir vu les deux ensemble ce jour-là. Un poissonnier interrogé pour la 3e fois finit par se rappeler un détail qu'il avait oublié. Il a vu Claire discuter brièvement avec un homme près de la sortie nord du marché vers 15h15. L'homme portait une casquette et une veste sombre, il tenait un sac en plastique. Le poissonnier ne peut pas identifier formellement l'homme, mais il pense qu'il pourrait s'agir de Leclerc. Les gendarmes lui montrent une photo de Leclerc de 1995. Le poissonnier hésite, puis finit par dire « Peut-être, je ne suis pas sûr ». Ce témoignage fragile est versé au dossier, mais il ne constitue pas une preuve solide. Les enquêteurs envisagent un scénario plus précis. Claire aurait terminé ses courses vers 15h, puis aurait croisé Leclerc par hasard près du marché. Leclerc lui aurait proposé de la ramener chez elle en voiture ou bien de passer rapidement chez lui pour récupérer un outil oublié lors de la réparation de l'armoire. Claire, confiante ou pressée, aurait accepté. Une fois chez Leclerc, quelque chose aurait dérapé. Une avance rejetée, une dispute, un geste maladroit. Leclerc aurait paniqué, frappé Claire puis caché son corps quelque part avant d'enterrer ses vêtements dans le jardin. Ce scénario expliquerait pourquoi le sac de Claire a été retrouvé au marché. Elle l'aurait oublié ou perdu avant de monter dans la voiture de Leclerc. Mais sans témoin direct, sans aveu, ce scénario reste une hypothèse parmi d'autres. En février 2012,
Les gendarmes reçoivent un nouveau signalement concernant Arnaud Leclerc. Une femme de Lorient affirme avoir reconnu Leclerc dans une photo diffusée par un journal régional. Elle dit l'avoir vu travailler comme ouvrier sur un chantier de rénovation à Lorient en 2010, sous le nom de Jean Moreau. Elle se souvient de lui parce qu'il était très discret, ne parlait presque jamais et disparaissait toujours à l'heure du déjeuner. L'homme aurait quitté le chantier brusquement en novembre 2010 sans donner de préavis. Les gendarmes se rendent à Lorient, interrogent les responsables du chantier, récupèrent les fiches de paie de Jean Moreau. Les fiches indiquent une adresse à Lorient, mais quand les gendarmes s'y rendent, ils découvrent que l'adresse est fausse. Elle correspond à un terrain vague. Jean Moreau n'existe pas officiellement. Il a travaillé au noir, payé en liquide. Les gendarmes tentent de retrouver d'autres ouvriers du chantier, mais la plupart ont déménagé ou ne se souviennent pas de Moreau. Les enquêteurs montrent la photo de Leclerc à la femme qui a signalé sa présence. Elle confirme à 80% qu'il s'agit bien de l'homme qu'elle a vu sur le chantier. Les gendarmes diffusent un nouvel avis de recherche à Lorient et dans toute la Bretagne Sud, en précisant que Leclerc pourrait utiliser le nom de Jean Moreau. Mais une fois de plus, aucune piste concrète ne se dessine. Leclerc semble toujours avoir un coup d'avance, disparaissant dès qu'on se rapproche de lui. Les enquêteurs commencent à penser qu'il surveille les médias, qu'il est au courant de l'enquête en cours et qu'il adapte son comportement en conséquence. Cela expliquerait pourquoi il est si difficile à localiser. Il sait qu'on le cherche et il fait tout pour rester invisible. En mars 2012, les gendarmes décident de changer de stratégie. Au lieu de chercher Leclerc activement, ils décident de laisser venir les informations en maintenant une présence médiatique constante. Ils diffusent régulièrement des appels à témoins, publient des articles sur l'affaire dans les journaux locaux, participent à des émissions de radio. L'objectif est de garder l'affaire dans l'esprit du public, en espérant qu'un jour, quelqu'un reconnaîtra Leclerc et appellera la gendarmerie. Cette stratégie donne quelques résultats. Des signalements continuent d'arriver, certains sérieux, d'autres fantaisistes. Les gendarmes vérifient chaque piste méthodiquement, mais aucune ne mène à Leclerc. L'homme reste introuvable, et le corps de Claire aussi. En avril 2012, les parents de Claire Morvan décèdent à quelques semaines d'intervalle, sans avoir pu enterrer leur fille. Leur mort bouleverse Julien et Emma, qui se retrouvent seuls face à cette affaire interminable. Julien donne une dernière interview dans laquelle il déclare « Je ne renoncerai jamais à chercher Claire, même si cela prend toute ma vie. Elle mérite la vérité, et Leclerc mérite de répondre de ses actes. » Emma, de son côté, décide de créer une association en mémoire de sa mère, destinée à aider les familles de personnes disparues. L'association organise des événements de sensibilisation, collecte des fonds pour financer des recherches privées et fait pression sur les autorités pour que les affaires non résolues ne soient jamais oubliées. L'affaire Claire Morvan devient un symbole de la lutte contre l'oubli. En mai 2012, les gendarmes reçoivent une information inattendue de la part d'un détective privé engagé par l'association créée par Emma. Le détective affirme avoir retrouvé la trace d'un homme correspondant au signalement de Leclerc, vivant sous le nom de Paul Renard, dans un village isolé des Pyrénées-Atlantiques, près de la frontière espagnole. L'homme travaille comme menuisier itinérant, vit seul dans une petite maison louée et correspond physiquement au portrait robot de Leclerc vieilli. Le détective a pris des photos discrètes de l'homme qu'il transmet aux gendarmes. Les photos montrent un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, barbe courte, portant des lunettes. La ressemblance avec Leclerc est troublante, mais pas formelle. Les gendarmes décident d'intervenir rapidement, avant que Paul Renard ne disparaisse à nouveau. Une équipe de gendarmes se rend dans le village des Pyrénées-Atlantiques en juin 2012. Ils surveillent discrètement la maison de Paul Renard pendant quelques jours, puis décident de l'interpeller un matin alors qu'il part travailler. L'homme est surpris, ne résiste pas et accepte de suivre les gendarmes pour vérification d'identité. Au poste de gendarmerie locale, les enquêteurs l'interrogent longuement. L'homme nie catégoriquement être Arnaud Leclerc, affirme s'appeler Paul Renard, et présente des papiers d'identité à ce nom. Mais les gendarmes remarquent que les papiers sont récents, datant de 2008, et qu'il n'existe aucune trace administrative de Paul Renard avant cette date. Les enquêteurs demandent une analyse ADN pour comparer avec les échantillons prélevés dans la maison de Leclerc à Caen. L'homme refuse d'abord,
puis accepte finalement sous la pression. Les résultats de l'analyse ADN tombent une semaine plus tard. Paul Renard n'est pas Arnaud Leclerc. Il s'agit d'un homme qui a effectivement changé d'identité en 2008 pour fuir des dettes et un divorce difficile, mais qui n'a aucun lien avec l'affaire Claire Morvan. Les gendarmes sont déçus, mais ils laissent départir Renard en le mettant en garde contre les usurpations d'identité. Cette fausse piste coûte du temps et de l'énergie, et les enquêteurs commencent à se demander si Leclerc est encore en vie. Peut-être est-il mort depuis des années, sous un faux nom, sans que personne ne fasse le lien. Cette hypothèse est déprimante, car elle signifierait que l'affaire ne sera jamais résolue. En juillet 2012, les gendarmes décident de réexaminer l'appel anonyme de novembre 2011. Ils font réécouter l'enregistrement à des spécialistes en analyse vocale qui tentent de déterminer l'âge, l'origine géographique et l'état émotionnel de l'appelant. Les experts concluent que l'appelant était probablement un homme d'une cinquantaine d'années, avec un léger accent normand et qu'il semblait nerveux mais déterminé. Ces caractéristiques correspondent à Leclerc, mais elles pourraient aussi correspondre à des milliers d'autres hommes. Les gendarmes envisagent que l'appelant pourrait être un complice de Leclerc, quelqu'un qui aurait aidé à cacher le corps et qui, pris de remords, aurait voulu donner un indice sans se dénoncer directement. Mais cette hypothèse reste invérifiable. Les enquêteurs décident de reprendre les fouilles à Caen, en se concentrant cette fois sur les lieux que Leclerc fréquentait régulièrement avant sa disparition. Ils interrogent à nouveau ses anciens voisins, ses clients, ses fournisseurs. Un ancien fournisseur de bois se souvient que Leclerc avait l'habitude de stocker du bois dans un hangar loué près de la périphérie de Caen, du côté de Mondeville. Le hangar a été démoli en 2005, mais les gendarmes retrouvent les plans de l'ancienne zone industrielle et décident de fouiller le terrain où se trouvait le hangar. Ils y passent plusieurs jours avec des chiens et des sondes, mais ne trouvent rien. Le corps de Claire, s'il a été caché dans ce hangar, a probablement été déplacé ou détruit lors de la démolition. En août 2012, un nouveau témoignage arrive d'une source inattendue. Un ancien détenu de la prison de Caen contacte les gendarmes. Il affirme qu'en 1999, il a partagé une cellule avec un homme qui lui avait confié avoir fait une grosse bêtise en 1996. L'homme ne lui avait pas donné de détails, mais il avait mentionné une femme disparue et un corps qu'il ne pouvait pas enterrer normalement. Le détenu ne se souvient pas du nom de cet homme, mais il pense qu'il pourrait s'agir de Leclerc. Les gendarmes consultent les registres de la prison de Caen pour 1999, mais ils ne trouvent aucune trace d'Arnaud Leclerc parmi les détenus. Soit le détenu se trompe de personne, soit Leclerc était détenu sous un faux nom. Cette piste est versée au dossier, mais elle ne permet pas de progresser. En septembre 2012, les gendarmes organisent une cérémonie commémorative au marché couvert de Caen, 16 ans jour pour jour après la disparition de Claire. Julien, Emma et une centaine de personnes se rassemblent pour déposer des fleurs et allumer des bougies. Un gendarme lit un message au nom de l'enquête, promettant de ne jamais abandonner les recherches. Les médias locaux couvrent l'événement et l'affaire refait brièvement la une. Mais passé ce moment d'émotion, le silence retombe. Les enquêteurs continuent de recevoir des signalements sporadiques, mais aucun ne mène à Leclerc. L'homme reste un fantôme et le corps de Claire reste introuvable. En octobre 2012, les gendarmes décident de publier un livre blanc sur l'affaire Claire Morvan, un document détaillé de 100 pages qui récapitule tous les éléments de l'enquête, tous les témoignages, toutes les pistes explorées. Le livre blanc est diffusé aux médias, aux associations de victimes, aux chercheurs en criminologie. L'objectif est de susciter de nouvelles réflexions, de nouvelles hypothèses, peut-être de nouvelles pistes. Plusieurs experts en criminologie se penchent sur le dossier et proposent des théories. Certains pensent que Leclerc a caché le corps dans un lieu qu'il connaissait bien, peut-être un endroit lié à son enfance ou à sa famille. D'autres estiment que le corps a été détruit, brûlé ou dissous, rendant toute découverte impossible. D'autres encore suggèrent que Leclerc pourrait avoir un complice, quelqu'un qui l'aurait aidé et qui pourrait encore vivre à Caen. Les gendarmes suivent ces nouvelles pistes, interrogent des membres de la famille de Leclerc qu'ils n'avaient pas encore contactés. Ils découvrent qu'un oncle de Leclerc possédait une petite fermette abandonnée près de Falaise, la ville natale de Leclerc. La fermette n'a pas été utilisée depuis les années 80, mais elle est toujours debout. Les gendarmes s'y rendent en novembre 2012, fouillent le bâtiment et les alentours.
Ils trouvent des vestiges d'outils agricoles, des meubles pourris, mais aucune trace de Claire. L'oncle de Leclerc, aujourd'hui décédé, n'a jamais mentionné cette fermette dans les témoignages recueillis en 1996. Les gendarmes se demandent si Leclerc connaissait ce lieu, s'il aurait pu y cacher le corps. Mais sans preuve, cette hypothèse reste une spéculation de plus. En décembre 2012, les gendarmes reçoivent un dernier signalement de l'année. Un homme ressemblant à Leclerc aurait été vu dans un marché de Noël à Strasbourg. Les enquêteurs se rendent sur place, mais l'homme a disparu avant leur arrivée. Ils interrogent les témoins, visionnent les caméras de surveillance, mais ne parviennent pas à identifier formellement l'homme. Une fois de plus, Leclerc semble s'être volatilisé. Les enquêteurs commencent à accepter l'idée que Leclerc pourrait ne jamais être retrouvé et que l'affaire restera à jamais irrésolue. Mais ils refusent de classer le dossier, continuent de maintenir le mandat d'arrêt et promettent de poursuivre les recherches aussi longtemps que nécessaire. En 2013, l'affaire Claire Morvan sort progressivement des médias. Les enquêteurs continuent de travailler en coulisses, vérifient chaque signalement, suivent chaque piste, mais sans résultat concret. Julien Morvan vieillit, Emma poursuit sa vie, mais tous deux gardent l'espoir qu'un jour la vérité émergera. L'association créée par Emma organise régulièrement des événements de sensibilisation et l'affaire devient un cas d'école dans les formations de gendarmerie. Mais le corps de Claire reste introuvable et Arnaud Leclerc reste invisible. L'affaire sombre peu à peu dans l'oubli médiatique, mais elle reste vivante dans le cœur de ceux qui ont connu Claire et dans l'esprit des enquêteurs qui refusent d'abandonner. En 2025, près de 30 ans après la disparition de Claire Morvan, l'affaire reste officiellement non résolue. Arnaud Leclerc n'a jamais été retrouvé, ni vivant ni mort, et le corps de Claire n'a jamais été localisé. Les vêtements enterrés dans le jardin de Leclerc constituent la seule preuve matérielle directe, mais sans corps, sans témoin, sans aveu, l'affaire reste bloquée dans une zone grise entre certitude morale et impossibilité juridique. Julien Morvan est aujourd'hui un homme âgé, toujours hanté par le souvenir de sa femme disparue. Emma, devenue adulte, a construit sa vie autour de la mémoire de sa mère, transformant sa douleur en action pour aider d'autres familles de disparus. L'association qu'elle a créée a aidé des dizaines de familles, mais l'affaire de sa propre mère reste irrésolue, comme un rappel permanent de l'injustice et de l'impuissance face au mystère. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire au fil des années restent persuadés qu'Arnaud Leclerc est responsable de la disparition et probablement de la mort de Claire Morvan. Les indices accumulés, les vêtements enterrés, le reçu dans le sac, les témoignages sur le comportement de Leclerc envers les femmes, sa disparition 2 ans après celle de Claire, convergent tous vers lui. Mais sans preuve formelle, sans aveu, l'affaire ne peut pas être jugée. Leclerc, s'il est encore en vie quelque part, emporte son secret avec lui. Le corps de Claire, s'il existe encore, repose quelque part à Caen ou dans les environs, dans un lieu que seul Leclerc connaît. L'appel anonyme de 2011 suggère que le corps n'a jamais quitté la ville. Mais malgré des années de fouilles, rien n'a été retrouvé. Peut-être est-il enterré dans un endroit inaccessible, peut-être a-t-il été détruit, peut-être ne sera-t-il jamais découvert. L'affaire Claire Morvan illustre les limites de l'enquête criminelle face à un suspect qui disparaît et à un corps qui reste introuvable. Elle montre aussi la force des familles de disparus, qui refusent d'abandonner malgré le temps qui passe et l'absence de réponse. Emma Morvan continue de se battre pour que l'affaire de sa mère ne soit jamais oubliée, organisant chaque année une marche commémorative à Caen le 18 septembre. Des dizaines de personnes y participent, brandissant des photos de Claire et réclamant la vérité. Les médias locaux couvrent régulièrement l'événement et l'affaire reste présente dans la mémoire collective de Caen. Mais les années passent, les témoins vieillissent ou disparaissent et les chances de résoudre l'affaire s'amenuisent. Si vous avez des informations sur Arnaud Leclerc ou sur la disparition de Claire Morvan, contactez la gendarmerie de Caen ou l'association créée par Emma. Chaque détail, même minime, pourrait enfin apporter la vérité et permettre à Claire de reposer en paix. Abonnez-vous pour découvrir d'autres affaires mystérieuses qui ont marqué la France. Et n'hésitez pas à partager cette histoire pour que Claire ne soit jamais oubliée.